Bonjour Monsieur Lima Bonjour. et bienvenue à l'Alcazar pour cette petite conversation qui préfigure la conférence que vous donnerez chez nous le mercredi 8 juin à 17 h, donc en salle de conférence. Voilà. Il y a aussi une préfiguration puisque le 4 juin, la réplique à la Villa Méditerranée va ouvrir ses portes. Donc on est tout à fait dans le timing et vous allez avoir une semaine très occupée cette semaine-là. Vous êtes journaliste et scientifique et vous êtes responsable d'édition aux éditions Synops. Et aux éditions Synops, eh bien, vous avez écrit notamment un livre sur la Lascaux, sur la grotte Chauvet et maintenant sur la grotte Cosquer. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cet intérêt que vous avez pour l'art pariétal, la préhistoire et comment vous en êtes en tant que journaliste et scientifique arrivé à vous intéresser plus particulièrement à ce sujet-là. Merci de m'accueillir tout d'abord. Pour moi, c'est une histoire déjà assez longue. Ça remonte à 1995 en fait. À l'époque, jeune journaliste scientifique, puisque j'ai fait des études scientifiques et de journalisme. J'étais en reportage sur un site paléolithique de gravure en plein air au Portugal qui s'appelle Foscoa. Et à l'époque, j'ai ressenti pour la première fois une très forte émotion en observant la figure gravée d'un petit bouquetin sur des plaques de schiste dans cette vallée un petit peu perdue au nord du Portugal. Et c'est un petit peu comme ça que je suis un peu tombé dans l'art pariétal, un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique. À cette époque, à cette occasion, j'ai aussi fait la rencontre d'un chercheur spécialiste de l'art pariétal, Jean Clotte, qui m'a ensuite aussi un petit peu accompagné au cours de ma carrière et qui m'a présenté d'autres scientifiques, d'autres sites et ainsi de suite. Et en fait, à l'époque, on était en pleine période à la fois de l'étude de la grotte Cosquer, qui avait été découverte déjà au tout début des années 1990. On était peu après la découverte de la grotte Chauvet. Et ensuite, ça s'est quelque part enchaîné. J'ai eu l'opportunité, à travers mon métier de journaliste scientifique, de visiter des grottes ornées, comme celle de Lascaux, comme celle de Chauvet. Petit à petit, au-delà des articles nombreux que j'ai publiés sur ces sujets qui me passionnent, qui me questionnent aussi, j'ai eu la possibilité, l'opportunité de publier des ouvrages. Un livre, c'est quelque part un long article de journaliste scientifique dans lequel on a l'occasion de développer beaucoup plus des thèmes qu'on aborde dans ces articles. Et puis, la grotte Cosquer étant située dans les Calanques, sur le territoire de la ville de Marseille, elle est située dans le 9e arrondissement de la ville, vivant et travaillant moi-même à Marseille, il était presque naturel, y compris à l'occasion de la réalisation de la réplique de la grotte Cosquer, que je m'y intéresse de plus près, ce qui m'a donné donc l'occasion d'écrire ce livre, La grotte Cosquer révélée. Alors, concernant ce livre, La grotte Cosquer révélée, aux éditions Synops, je voulais signaler que c'est un livre qui s'adresse à tous les publics, qui est tout à fait didactique et tout à fait passionnant, avec de très très belles illustrations, avec des témoignages vraiment passionnants. On lit ça comme un roman d'aventure, comme une épopée, c'est absolument génial. Vous évoquez dans ce livre-là, pour commencer, le contexte géologique et géographique du lieu. Et par exemple, eh bien, on est fasciné de savoir qu'on pouvait aller du Vieux-Port à Planier, au phare de Planier, à pied. Et on rêve tous de pouvoir retourner en arrière pour pouvoir faire cette promenade, quoi. C'est absolument fabuleux. C'est vrai qu'à l'époque de fréquentation de la grotte Cosquer, il y a 33 000 ans, puisque c'est une grotte qui a commencé à être fréquentée par les humains, des Homo sapiens, comme vous et moi, hein, on appartient à la même espèce qu'eux, et ça appartenait à la même espèce que nous. Le paysage du littoral provençal marseillais était radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. On était en pleine période glaciaire. La Terre passe par des périodes glaciaires entrecoupées de périodes interglaciaires. Et donc à l'époque, température moyenne plus basse qu'aujourd'hui, niveau des mers beaucoup plus bas puisqu'une très grande quantité d'eau était stockée dans les calottes glaciaires au pôle et dans d'immenses glaciers qui recouvraient d'ailleurs une partie de l'Europe. Et donc effectivement, avec ce niveau marin beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, il faut imaginer un paysage où les calanques d'aujourd'hui, ces falaises sont complètement dénudées, ne plongent pas dans la mer comme c'est le cas aujourd'hui. Un niveau de la mer 120 mètres plus bas, un littoral jusqu'à 10 km plus loin. Effectivement, on peut aller à l'époque de l'actuel Vieux-Port, ancienne calanque du Lacidon, jusqu'aux îles du Frioul, jusqu'au Planier. Et c'est dans ce paysage très différent de celui qu'il est aujourd'hui, qu'évolue tout d'abord un grand nombre d'espèces animales qui évidemment ont disparu depuis, des chevaux, des bisons, des bouquetins dans les falaises des calanques. Sur le littoral, une faune marine de type pingouin, phoque, évidemment des poissons dans l'eau, et des êtres humains
des tribus, des groupes humains de la période paléolithique, de chasseurs-collecteurs, des gens qui vivent de chasse et de cueillette, qui observent à la fois l'ensemble de ce bestiaire, de cette faune, et qui retranscrivent ces images d'animaux, de leur environnement, dans cette grotte qui est à l'époque complètement aérienne. L'entrée de la grotte Cosquer, qui se situe aujourd'hui à 37 mètres de profondeur, au pied du cap Morgiou, se trouve à l'époque à 100 mètres d'altitude. Et bien sûr, à la fin de la période glaciaire, le niveau marin remonte énormément, de 120 mètres donc, pour atteindre son altitude actuelle. Et l'entrée de la grotte Cosquer est immergée. Une partie de la cavité à l'intérieur du massif est aussi ennoyée. Et un petit peu le miracle de la conservation de la grotte Cosquer, c'est que la mer s'arrête de monter avant d'avoir complètement recouvert la grotte et les figures que portent ces parois. Merci. Donc dans ce livre, vous évoquez aussi le contexte historique de la découverte et tout ce qui s'en suivit. Donc 30 ans de découverte, 30 ans d'aventure à partir des années 1985. Bon, l'histoire de la grotte Cosquer, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que ça revient à retrouver à la fin des années 1980, début des années 1990, un lieu qui a été complètement englouti, oublié, occulté pendant 10 000 ans, puisqu'on pense que le moment où l'eau commence à rentrer dans la grotte Cosquer, ça se déroule à peu près il y a 10 000 ans. Donc Henri Cosquer, qui est un plongeur propriétaire du centre cassidin de plongée à Cassis, explore ce boyau au tout début des années 1990 en compagnie de plongeurs spéléo-belges Marc Van Espen et Bernard Van Espen. Il installe un fil d'Ariane pour pouvoir accéder en toute sécurité à cette cavité qu'il a peut-être déjà explorée lui-même tout seul. Et puis le 9 juillet 1991, c'est pour la première fois la révélation des dessins, des peintures de la grotte Cosquer, en compagnie pour Henri Cosquer de sa nièce Sandrine Cosquer, de Pascal Auriol et de Yann Gaugang, donc qui sont des moniteurs et des plongeurs très expérimentés qui font partie de son club. Suite à cela se produit un drame qui est le décès de 3 plongeurs à l'intérieur du boyau du conduit d'accès le 1er septembre 1991 et la déclaration officielle de la grotte, celle qui fait d'Henri Cosquer le découvreur administrativement officiel de la cavité, se produit le 3 septembre 1991. S'ensuit une période pendant laquelle il va d'abord falloir authentifier la grotte Cosquer, car dans un premier temps, il y a une certaine incrédulité de la part y compris des préhistoriens face à cette découverte qui est à l'époque tout à fait presque incroyable. C'est la première fois qu'on découvre une grotte ornée dont l'entrée se situe sous le niveau marin. Ça aurait pas dû être une surprise totale, puisqu'il était logique, quelque part, dans le contexte de la remontée du niveau marin à la fin de la période glaciaire, qu'on retrouve sous la mer des sites paléolithiques. Et d'ailleurs, Jean Courtin, qui va avoir un rôle très important dans cette histoire, a déjà exploré avec son collègue Eugène Bonifay, dès les années 1960, des cavités sous-marines en espérant y trouver des preuve du passage des humains au paléolithique. Et donc c'est Jean Courtin qui va avoir la responsabilité d'authentifier la grotte. Il le fait essentiellement sur la base de 2 indices. Un, il y a des coulées ou des voiles de calcite qui recouvrent certains dessins et certaines peintures de la grotte Cosquer qui montrent qu'il y a un temps important qui s'est passé depuis la réalisation des peintures. Ça authentifie en fait. Ça authentifie l'art pariétal. Et par ailleurs, il y a des prélèvements qu'il réalise de charbon de bois qui vont assez rapidement donner des dates à l'époque de environ 20 000 ans avant le présent, ce qui fait absolument de manière indéniable basculer la grotte Cosquer dans l'art pariétal paléolithique. Suite à ça, vont commencer les recherches scientifiques dans la grotte Cosquer qui se déroule encore jusqu'à nos jours. Alors maintenant que nous sommes rentrés dans la grotte, en votre compagnie,
Quand on arrive, qu'on sort de l'eau, donc, avec nos palmes, nos masques, nos tubas, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on découvre? Avant tout, je précise que moi-même, je n'y suis pas allé. Contrairement à d'autres grottes ornées que j'ai visitées, dans ce livre, je fais un travail de journaliste scientifique, c'est-à-dire que je suis allé vraiment à la source de l'information auprès des spécialistes qui, eux, ont étudié, observé, visité la grotte. Ils témoignent d'ailleurs dans ce bouquin. Et donc c'est sur la base de toutes ces informations que je peux transmettre l'ensemble de ce que l'on sait sur l'art pariétal. Donc en fait, quand les plongeurs arrivent encore aujourd'hui dans la grotte Cosquer, ils émergent donc sur une sorte de lac souterrain. Dans la première salle de la grotte Cosquer, il y en a 2 en tout qui sont séparés par une petite faille qu'on appelle la faille des bisons, qui est un petit passage dans lequel il faut un peu se baisser pour aller vers une deuxième salle qui est située encore plus profondément dans le massif. Dans la première salle, il y a comme une sorte de petite plage en calcaire, très dure, qui est l'endroit où ils prennent pied dans la grotte, où ils se débarrassent de l'ensemble de leur matériel de plongée, sur lequel ils posent les caissons étanches qu'ils ont transportés depuis l'extérieur, dans lesquels il y a le matériel scientifique. Et ensuite, les scientifiques, donc depuis une vingtaine d'années, c'est essentiellement 2 personnes, Luc Vanrel et Michel Olive, rejoints par Bertrand Chazali pour la réalisation du relevé 3D, qui à la fois étudie et conserve la grotte Cosquer. Et bien, ils ont 5 heures pour travailler dans la grotte, puisque la conservation de la grotte, qui est sous la responsabilité de la DRAC, Provence-Alpes-Côte d'Azur, impose des durées limitées, 5 heures, de travail dans la grotte pour préserver son climat, son environnement, durant uniquement 5 jours d'affilée, après lesquels il faut laisser un petit peu la grotte au repos. Tout ça dans un contexte où la météo joue un grand rôle. On ne peut pas toujours accéder à la grotte Cosquer, il faut que la météo soit favorable. Pendant 5 heures, les scientifiques vont analyser les parois, observer les sols pour essayer de comprendre comment les foyers qui sont encore sur les sols ont été réalisés à l'époque. Et puis, depuis 2010, ils réalisent un travail très important de relevé 3D avec des appareils de scanner et de photogrammétrie qui permettent d'avoir un enregistrement tridimensionnel très précis de l'ordre de l'inframillimètre, donc inférieur au millimètre sur les zones ornées. Un relevé 3D qui a eu d'ailleurs une importance très grande dans la réalisation et la réussite de la réplique. Alors donc quand on arrive, on trouve des mains négatives, on trouve des gravures, non plutôt des peintures d'animaux, je crois, plutôt que des gravures. On trouve, voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? L'art pariétal de la grotte Cosquer, il est à la fois très cohérent avec l'ensemble de l'art pariétal paléolithique, puisque ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste, qui est celui des grottes ornées durant une très longue période, entre moins 36 000 ans et moins 10-12 000 ans en Europe occidentale. Et dans les grottes ornées, comme dans la grotte Cosquer, on trouve essentiellement des figures animales, des signes, et des représentations humaines qui sont souvent limitées soit à des mains, soit à certaines parties du corps, en particulier des représentations sexuelles. C'est le cas dans la grotte Cosquer. On parle dans la grotte Cosquer de peinture, c'est un peu un abus de langage. En fait, il s'agit plutôt de dessins qui ont été réalisés au fusain de charbon de bois. Donc, ce sont des dessins noirs, comme les magnifiques chevaux qui ont en partie l'encolure sous le niveau de l'eau. On trouve aussi dans la grotte Cosquer beaucoup de gravures. En fait, c'est essentiellement une grotte à gravure et à dessin. Les animaux sont tout de même assez particuliers, puisque avec le bestiaire habituel des grottes ornées, des grands herbivores comme sont par exemple les chevaux, les bouquetins, les bisons, ce qu'on trouve à Cosquer qu'on ne trouve pas ailleurs, ce sont des animaux marins. Il y a des pingouins à Cosquer qui ont beaucoup fait pour la célébrité du site. Il y a des phoques, il y a vraisemblablement ou supposément des poissons ou des méduses, même si on n'en est pas complètement certain. Et ça aussi, ça a été une grande surprise à l'époque. Les gens disaient comment une grotte ornée avec des pingouins, on n'a jamais vu ça. Oui, mais encore une fois, c'était quelque part logique qu'on retrouve des animaux marins dans la grotte Cosquer, puisqu'ils ont toujours représenté à l'époque, dans les grottes ornées, le bestiaire, la faune qu'ils observaient autour d'eux. Ils n'étaient pas loin du littoral, donc ils ont représenté des animaux qu'ils avaient observés. Donc de nombreux signes, comme je vous l'ai dit, et également des représentations de mains, essentiellement négatives, en grand nombre, plus de 70, qui en font un des grands sanctuaires à mains négatives connus.
avec un mystère autour de la présence de doigts incomplets sur ces mains négatives qui ont été réalisées avec la technique du pochoir. Donc cette salle fait environ 70 mètres de diamètre. C'est le noir total, tout ça. Donc on se déplace avec une petite lampe, il faut pouvoir se repérer. Et j'ai dû y aller au moins minimum 10-15 fois avant de tomber sur la première peinture. Voilà, donc la première peinture, je suis tombé sur une main qu'il y avait sur la paroi. Et donc j'ai regardé cette main et puis j'ai dit qui c'est qui est venu taguer là-dedans. Avec des hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi ils ont représenté leurs mains avec certains doigts repliés. Mais ça, c'est les hypothèses des scientifiques. Oui, il y a Il faut venir à la conférence pour savoir. Voilà, on n'en dévoilera pas plus maintenant. Est-ce qu'il y a des scènes de chasse aussi représentées? Dans la grotte Cosquer, il n'y a pas de scène spécifiquement de chasse, en particulier par les humains, mais ça, il n'y en a jamais dans l'art pariétal. Ce qu'on retrouve dans certaines grottes, comme par exemple la grotte Chauvet, en Ardèche, c'est des scènes d'observation presque éthologique où, par exemple, des lions chassent des bisons. Il y a aussi une scène d'ordre peut-être éthologique, c'est-à-dire d'observation d'un comportement animal par les gens qui ont réalisé ces dessins dans la grotte Cosquer. C'est-à-dire qu'on a sur le panneau des pingouins, les fameux pingouins de la grotte Cosquer, en fait deux animaux de taille plutôt imposante qui sont vraisemblablement des mâles et qui se font face, qui sont peut-être dans une sorte de combat amoureux, de face à face pour conquérir une femelle pingouin bien sûr qui se trouve un petit peu à l'écart et un peu sous ces deux représentations principales. Donc il y a peut-être des représentations de scènes qui ont été observées par les humains, mais pas de scènes de chasse. Il y a eu une théorie pendant longtemps qui a prétendu, ça date d'il y a plus d'un siècle, que l'art des grottes ornées était un art de la magie de la chasse, selon laquelle les gens auraient représenté des animaux pour pouvoir capter quelque part, par une sorte de pouvoir magique, avoir une leur puissance voilà. Et pouvoir ensuite les chasser plus facilement. Mais cette théorie a été complètement abandonnée. Tout à fait. En tout cas presque, parce qu'en fait les animaux qui sont représentés sur les parois des grottes ornées sont très rarement les animaux chassés. En particulier le renne, qui est l'animal qui constitue la subsistance principale des groupes de chasseurs-cueilleurs paléolithiques, est très peu présent sur les parois des grottes. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez exceptionnel qui a été découvert dans cette grotte, c'est cette utilisation d'une substance naturelle à des fins peut-être médicinales ou autres, vous allez nous en parler, ce qu'on appelle en fait le lait de lune. Oui, le Mondmilch en allemand, voilà. C'est une substance qui résulte en fait de la décomposition du calcaire dans les conditions très particulières d'humidité, en particulier du monde sous-marin, qui forme comme une sorte de chantilly, un peu de pâte, voilà. Et ce qu'ont observé les scientifiques, la première génération de scientifiques, Jean Courtin, dont on a parlé tout à l'heure, accompagné de Jean Clotte, ensuite on peut donner le nom de Jacques Collina-Girard, puis l'équipe qui travaille depuis une vingtaine d'années, c'est que les parois ont été parfois presque intégralement raclées complètement, et que cette substance a été en fait enlevée de la paroi et qu'on ne l'a pas retrouvée sur les sols. Par ailleurs, il y a aussi des spéléothèmes, c'est le nom un peu savant pour dire stalactites, stalagmites, qui ont été intentionnellement brisés dans la grotte Cosquer et qu'on n'a pas retrouvé sur les sols de la grotte. Et donc ça, le seul moyen de l'expliquer, c'est que les gens qui sont allés dans cette cavité y allaient pas seulement pour faire les dessins, les figures, les gravures, mais aussi, peut-être même surtout, pour emporter à l'extérieur de la grotte de grandes quantités, mais on parle vraiment de volumes importants, donc avec des poids, des masses très importants, de ces substances calcaires à l'extérieur de la grotte. Et là, effectivement, comme souvent en science, et peut-être encore plus en archéologie et en préhistoire, se pose la question du pourquoi. Et là, il y a des hypothèses, effectivement. Jean Courtin, Jean Clotte ont émis l'hypothèse que c'était des substances qui étaient ensuite utilisées pour des usages médicinaux. Donc on serait face aux premiers médecins, enfin premiers usages de médecine
attestées durant l'humanité, mais il y a d'autres hypothèses. C'était peut-être aussi, selon par exemple Michel Olive et Luc Vanrel, des substances qui sont donc très blanches, qui étaient utilisées pour réaliser de la peinture corporelle à des fins, à des vocations rituelles, comme on l'a encore beaucoup observé dans le registre ethnographique tout au long du 19e et encore du 20e siècle. C'est un des mystères de la grotte Cosquer, c'est pas le seul. C'est une grotte qui éveille énormément d'interrogations. Pourquoi ils sont allés faire tout ça ? Pourquoi ils y sont allés pendant aussi longtemps ? La cavité a été fréquentée par des groupes de chasseurs-collecteurs pendant 14 000 ans. C'est très très long. Imaginez que notre culture, civilisation, si on veut lui donner ce terme, judéo-chrétienne, a donc 2000 ans, si je sais bien compter. On est là sur des durées infiniment beaucoup plus longues. Ça veut dire que la connaissance de la position géographique de ce lieu s'est transmise de génération en génération pendant donc énormément de temps. Quelle importance symbolique pouvait-elle avoir pour qu'ils y aillent pendant des durées aussi longues, pour y faire des gestes toujours un petit peu du même type? Pour moi, c'est ce qui me fascine le plus dans la grotte Cosquer. Les scientifiques apportent des réponses à travers 30 années de recherche, mais il y a encore beaucoup de questions. C'est peut-être ça qui est fascinant avec l'art pariétal, c'est toutes les interrogations que ça soulève chez nous. Oui, il y avait donc une mémoire collective déjà. Il y avait une transmission de génération en génération, ouais. D'informations, de connaissances. Ça, on le sait déjà sur Bien sûr, le simple fait qu'ils se transmettaient énormément de savoir-faire technique. Il y a des méthodes de taille d'outils qui se perpétuent durant des milliers d'années, pendant une longue période culturelle, par exemple, qu'on appelle le Gravétien ou l'épigravétien, qui sont les deux périodes de fréquentation de la grotte Cosquer. Et donc pas seulement, il y avait aussi certainement tout un monde symbolique qui était celui de ces gens, dont les images sur les parois des grottes était vraisemblablement le reflet, et qu'il se transmettait aussi. On retrouve parfois la même façon de représenter un bison ou un cheval avec les oreilles exactement dessinées de la même façon, donc avec une convention stylistique, dans des grottes qui sont parfois éloignées de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Par exemple, la façon de représenter les rhinocéros est exactement la même dans la grotte Chauvet, ornée il y a 36 000 ans en Ardèche, et dans une petite grotte beaucoup moins connue, bien sûr, qui s'appelle Koliboaia, en Roumanie. Je le montrerai pendant la conférence. Et ça veut dire qu'à 2000 km de distance, exactement à la même période, des gens avaient exactement la même façon de représenter un animal. Donc c'était des sociétés très élaborées, très évoluées, qui se transmettaient de l'information, des outils, des objets, qui se déplaçaient avec vraisemblablement des échanges. Et donc on peut parler déjà à l'époque d'une Europe des cultures. Alors avant de pouvoir visiter la réplique de la grotte, eh bien, grâce à votre livre, on a quand même déjà une forte idée de ce qu'on peut y trouver, puisque vous nous permettez de faire une visite en photo des deux salles, avec tout ce qu'on y trouve. Donc voilà, c'est déjà très 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 intéressant à découvrir. Et je voulais parler aussi des prouesses technologiques qui sont réalisées pour ces études, ces relevés en 3D à grande échelle qui sont réalisés dans la grotte, qui ont été réalisés, qui sont toujours en cours, il me semble. Et vous demandez si c'est bien cela qui a permis de réaliser cette réplique. Est-ce que c'est à partir de là qu'on a pu créer cette réplique ? En effet, la réalisation de ce qu'on appelle le modèle 3D, c'est-à-dire l'enregistrement intégral en volume de la cavité pour ses parties émergées, mais aussi actuellement pour ses parties noyées, était la condition indispensable à la réussite de la réplique. Car l'art pariétal est un art qui a été déposé, inscrit sur des parois, des voûtes aux formes extrêmement tourmentées, extrêmement complexes, et il est impossible de concevoir la réalisation d'une réplique fidèle à l'original d'une grotte géologiquement aussi complexe sans en avoir un enregistrement en volume très perfectionné. Et c'est ce qui a été obtenu en particulier par Bertrand Chazali avec Luc Vanrel et Michel Olive. Je tiens à préciser que l'équipe scientifique est actuellement en cours de renouvellement et que c'est actuellement Cyril Montoya qui dirige une nouvelle équipe scientifique qui prend un petit peu la suite de celle qui étudie la grotte depuis une vingtaine d'années, qui elle-même avait pris la suite de la première génération de chercheurs. Ce relevé 3D a permis, dans un premier temps, de reconstituer un plan en volume d'une deuxième grotte Cosquer
qui est celle qui a été répliquée à l'intérieur de la Villa Méditerranée, un projet mené à l'initiative de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il fallait d'une certaine façon éliminer les zones les moins intéressantes pour le public de la grotte Cosquer originale relevée en 3D pour obtenir une nouvelle grotte de dimension un petit peu plus réduite qui puisse rentrer dans le bâtiment de la Villa Méditerranée, parce que c'était la gageure principale de ce projet, de mettre une réplique de grotte dans un bâtiment qui n'avait pas été prévu à l'origine pour ça, la Villa Méditerranée. Et donc, grâce à ce plan tridimensionnel de la réplique de la grotte Cosquer, on peut l'appeler par exemple Cosquer 2, les sculpteurs, les plasticiens, les sculpteurs de béton ont pu construire, faire sortir de terre, enfin sous la terre, dans les entrailles de la Villa Méditerranée, cette grotte en ciment, en béton, en résine, mais qui a vraiment les apparences de l'art pariétal, parce que les gens qui ont fait ça sont des gens qui n'en sont pas à leur coup d'essai. On peut citer par exemple le nom d'Alain Dalis à Montignac-Lascaux, qui a réalisé certains des panneaux ornés, qui les a tous sculptés et qui en a orné certains, qu'on retrouve dans la Villa Méditerranée, avec son collègue Gilles Tosello et Bernard Toffoletti, qui sont eux à Toulouse. C'est des gens qui avaient déjà assuré, on va dire, le succès de la réplique de la grotte Chauvet en 2015. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la réplique de la grotte Cosquer va permettre enfin de partager avec le grand public, puisque c'est une grotte qui a été d'emblée interdite au public pour des raisons à la fois de sécurité et de conservation, toute sa beauté, toutes ses merveilles, et que c'est vraiment une très bonne nouvelle que ouvre le 4 juin à Marseille la réplique de cette grotte pour qu'enfin elle se connecte à nouveau quelque part avec son territoire, la ville de Marseille, puisqu'elle est située sur le 9e arrondissement de la ville, mais bien au-delà. Parce que l'art pariétal est quelque chose qui est universel. Je m'en rends toujours compte quand je me rends à Lascaux et à Chauvet, dans leurs répliques respectives. Les gens viennent de loin pour voir des répliques de grottes ornées. Ça parle à tous les humains de 2022. Parce que je pense que tous les êtres humains perçoivent que dans l'art pariétal se joue quelque chose qui a à voir avec la relation à notre passé, à une humanité une et entière qui est en fait Homo sapiens. Alors là, c'était de découverte en découverte, et puis bon, c'était fabuleux, quoi. Il y a cette excitation, et puis aussi, pas dire de l'angoisse, mais pas de l'angoisse, un sentiment de dire, mais quand même, il y a des gens qui sont venus là-dedans, un respect un peu de tout ça, quoi. On se retrouve un peu dans les actuaires. Je voulais aborder maintenant un sujet un petit peu moins optimiste, c'est est-ce que la grotte est condamnée et quelles sont les menaces, puisque je sais qu'il y a 3 menaces essentielles qui sont le niveau marin, la pollution et les risques sismiques. Ce qui est paradoxal effectivement, c'est que ce qui a dans un premier temps permis à la grotte de parvenir intacte jusqu'à nous dans ses parties émergées est en train de causer sa perte. La remontée du niveau marin il y a 10 000 ans a occulté l'entrée de la cavité et d'une certaine façon a mis sous cloche complètement l'intérieur de la grotte pour les parties qui n'ont pas été noyées. Ce qui a permis, lorsqu'elle a été redécouverte à la fin des années 1980, début des années 1990, de retrouver un site dans un état de conservation presque parfait, avec simplement ces voiles de calcite qui recouvrent certaines peintures, mais les foyers au sol sont intacts, ça a permis de prélever des charbons qui ont permis de faire des datations, et ainsi de suite. Aujourd'hui, effectivement, la grotte est sous une triple menace. La reprise de la montée du niveau marin, qui cette fois-ci s'explique par des raisons qu'on dit anthropiques, puisqu'elles sont liées à l'activité humaine, puisque c'est le réchauffement climatique actuel causé par nos émissions de gaz à effet de serre, qui entraîne cette reprise de l'augmentation du niveau marin, qui n'est pas anodin dans la grotte. On est à parfois plusieurs millimètres, voire plus d'1 centimètre de montée du niveau de l'eau dans la cavité. Donc ça, c'est la première menace. Si on extrapole à l'échelle d'1 siècle ou de 2 siècles, on peut effectivement craindre, en tout cas si on n'arrive pas à enrayer suffisamment le réchauffement climatique, qu'une grande partie des peintures qui sont actuellement un petit peu la tête hors de l'eau soient noyées. Les 2 autres menaces qui pèsent sur la cavité, ça me frappe beaucoup parce que ça montre que nul lieu, et la grotte Cosquer non plus, n'est
complètement à l'écart et à l'abri quelque part de l'impact des activités humaines. On pourrait avoir une image un petit peu de sanctuaire vierge de toute agression concernant la grotte Cosquer. Ce n'est pas le cas. On y retrouve des polluants, on y retrouve des hydrocarbures qui sont amenés par la mer, en particulier en été lorsqu'il y a une forte navigation de plaisance au large des Calanques. On y retrouve certains polluants qui émanent de nos égouts tout simplement, parce que vous savez qu'on rejette nos égouts en mer même s'ils ont été traités par une station d'épuration. Enfin, on y retrouve aussi, ça c'est ce qui me frappe presque le plus, il y a une photo dans mon livre de petites grains de microplastique jaune, vert, rouge qui sont comme ça fixés sur la paroi et même déjà indurés, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'incruster dans la paroi, qui ont été amenés par la mer et qui nous montrent vraiment que l'impact des activités humaines va se nicher presque partout. Ça, c'est un des messages de la grotte Cosquer et c'est un des messages qui sera délivré au public dans la réplique qui s'appelle Cosquer Méditerranée. C'est que tant que faire se peut, s'il n'est pas encore trop tard, limitons au maximum l'impact de nos activités sur l'environnement. Ça permettra non seulement, et c'est le plus important, de léguer une planète vivable pour les générations qui nous suivront, et ça permettra peut-être aussi, moi je l'espère encore, de sauver la grotte Cosquer, même si elle est effectivement en grand danger, d'où l'urgence d'une recherche scientifique qui se développe et qui se poursuive dans cette grotte, menée, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 2021 par le préhistorien Cyril Montoya. D'où l'intérêt de cette réplique qui va quand même permettre de conserver une mémoire de cette œuvre d'art universelle et qui touche tout le monde en effet. La réplique est effectivement une œuvre de mémoire, vous utilisez le bon terme, comme le sont les photographies, comme le sont les films qu'on tourne dans ces sites. Par contre, je voudrais dire que je ne pense pas que la réplique puisse se substituer à l'objet original que constitue une grotte façonnée par la géologie durant des millions d'années et ornée par nos très lointains ancêtres Homo sapiens il y a 33 000 ans. C'est bien cet objet très fragile qu'il faut à la fois essayer de préserver et d'étudier, parce que étudier, c'est aussi quelque part conserver, mais ce qui n'enlève rien à l'intérêt extraordinaire de la réplique, qui va surtout permettre de partager avec des centaines et des centaines de milliers de personnes l'émotion que ressentent les personnes qui se rendent dans la grotte Cosquer à chacune de leurs descentes dans la grotte. C'est vraiment quelque chose qu'ils et elles m'ont toutes et tous dit lors de la préparation de ce livre. Tous ces acteurs de la grotte Cosquer qui témoignent dans le livre, c'est à quel point, à chaque nouvelle entrée dans la grotte, le choc est toujours le même. Et ils m'ont aussi dit autre chose qui m'a beaucoup frappé pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'il y a une sensation de manque presque physique quand ils sont éloignés de la grotte et un besoin presque physique d'y retourner. C'est très frappant ça. On ne peut pas se passer de ça, c'est pas possible. Voilà, donc c'est vrai que la réplique pour ça va jouer un rôle absolument majeur. Tout à fait. Eh bien écoutez, j'espère qu'on a donné à nos auditeurs l'envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de venir à la conférence du 8 juin, de lire votre ouvrage qui est absolument passionnant, et puis aussi bien sûr de découvrir la réplique, qui, si nous avons bien compris qu'elle n'est pas à l'échelle, mais qui est cependant exacte au niveau de la reproduction. Elle est à l'échelle 1 pour 1, mais par contre, toute la grotte originale n'est pas transposée dans la réplique, mais on y voit l'essentiel de ce qui fait l'intérêt de la grotte Cosquer, c'est-à-dire l'art pariétal et sa très grande richesse géologique et minéralogique, parce que même indépendamment des peintures, des gravures et des dessins, c'est une très très belle grotte d'un simple point de vue géologique. Merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre.